On a pris un peu de retard et je vais donner tout de suite la parole à François Schenberg de Reims sur la résection des 3 eaux de la première rangée du Cap. C'est une expérience exceptionnelle puisqu'il a vécu depuis 15 ans, 20 ans. François Schenberg dirigeait l'unité de chirurgie de la main du CHU de Reims. Monsieur le Président, cher Michel, chers amis, la résection des 3 os de la première rangée est un défi. Après avoir retiré les 3 os, elle restitue une néo-articulation de qualité et sans interposition de matériel. Le propos de ce travail est double. D'une part, de rapporter une série de résections des 3 os de la première rangée avec un grand recul. Et d'autre part, de souligner que les arguments anciens opposés initialement à cette intervention sont aujourd'hui contredits non seulement par les bons résultats, mais aussi par les travaux fondamentaux. Sur une période d'environ 30 ans, 44 patients ont été analysés avec un recul moyen de 15 ans. Les patients étaient principalement des hommes, âgés en moyenne de 40 ans, avec une atteinte du côté dominant dans 2 tiers des cas. 20% des patients étaient des travailleurs de force. La motivation était l'existence de douleurs chez tous les patients, hormis un cas qui était opéré en urgence, c'est d'une luxation fracture périnnéale complexe, c'était notre premier cas. L'origine des lésions était traumatique pour 2 tiers des cas. Parmi les lésions traumatiques, l'essentiel correspondait à des pseudarthroses du scaphoïde carpien au stade d'arthrose et de luxation invitérée. Parmi les lésions non traumatiques, il s'agissait avant tout de maladies de Kleinbuck et de chondrocalcinose. Nous avons utilisé essentiellement une voie d'abord postérieure, en réalisant la résection sans geste associé. La période d'immobilisation était de 3 semaines, suivie de rééducation, les patients ayant pu reprendre leur travail après un délai de 3 mois à 1 an. L'évaluation des résultats. Les résultats subjectifs et objectifs sont rapportés en utilisant le Mayo Risk Score avec des contrôles intermédiaires. L'analyse des radios comportait l'analyse de la hauteur du cap, la situation du capitatorium par rapport à la surface distale du radius et l'aspect du néo-interligne capitato-radial. Les résultats. Environ 10% des patients présentaient une complication, principalement à type d'algodystrophie. Les résultats cliniques. Nous aborderons chaque fois les aspects évolutifs et la répartition finale. La douleur. À 1 an, l'amélioration était nette pratiquement chez tous les patients. À 5 ans, on notait une dégradation dans 10% des cas avec une douleur importante, seulement intermittente. Au final, 10% présentaient une douleur importante, mais permanente. Plus de 3/4 des patients ne présentaient plus ou presque de douleur à la répartition finale et seuls 10% signalaient une douleur importante. La mobilité. La mobilité dans le plan sagittal, examinant le secteur de flexion-extension, montre qu'à 1 an, on a une mobilité en flexion-extension de 60 degrés par rapport à 45 degrés initialement. À 5 ans, la récupération était optimale à 70 degrés. Au résultat final, on notait une légère dégradation aux environs de 60 degrés. Dans le plan frontal, l'inclinaison radiale montrait une chute à 5 ans, à 1 an, de 5 degrés environ, on était à 15 degrés. Elle se poursuivait à 5 ans pour arriver un peu au-dessus de 5 degrés. Et au stade final, on était à 5 degrés.
L'inclinaison ulnaire, par contre, présente une diminution importante, chutant jusque, par exemple, à 10 degrés. Puis, à 5 ans, on note une récupération et qui se poursuit au final. Il paraît important de souligner que les malades, au cours de cette période de la première année, souvent se plaignaient de douleurs sur le versant ulnaire et nous ne comprenions pas trop la cause. Et en fait, il me semble que c'est cette chute vertigineuse importante temporaire qui permet d'expliquer ce processus. L'analyse de la répartition finale montre que 2 tiers des patients avaient une mobilité globale en flexion-extension supérieure à 60 degrés et moins de 10% un secteur inférieur à 30 degrés. La force. À 1 an, la force était améliorée, passant de 46% à 57% par rapport au poignet controlatéral. Celle-ci était maximale à 5 ans, aux environs de 75%. Lors de l'analyse finale, on notait une légère dégradation aux environs de 67%. À l'analyse de la répartition finale, plus de la moitié des patients avaient une force supérieure à 75%, 70% des patients avaient une force globale supérieure à 50%, seuls 5% avaient une force globale inférieure à 25%. L'analyse du résultat global montre que 12% avaient un résultat très bon ou bon, et en fait, essentiellement, 63% avaient un résultat assez bon, et 25% des patients un mauvais résultat. Il faut rappeler que le Mayo Risk Score analyse le résultat des lésions traumatiques survenant sur des poignets sains. Ici, il s'agit de poignets douloureux chroniques dont l'amélioration, même modeste, est toujours appréciée par les patients. De ce fait, sur ces 11 patients, 5 n'étaient vraiment pas satisfaits et ont été réopérés. Cela fait 11%. Les 6 autres étaient satisfaits. Ce qui fait qu'on a un indice de satisfaction de 89%. L'analyse du résultat radiographique nous montre que l'aspect initial est caractérisé par cet important espace capitato-radial qui disparaît spontanément pendant les 8 premiers jours, la hauteur du carpe passant de 0,54 à 0,37. La tête du capitatum de face est stabilisée à 5 ans. Et au terme final, on note que la tête du capitatum se trouve dans la fossette lunarienne dans 80% des cas, et dans 20% des cas, on note une légère subluxation médiane. De profil, la stabilisation n'est acquise qu'à 10 ans. Il faut savoir que pendant cette période, on peut noter des modifications en translation antérieure, et que cette stabilisation est donc acquise aux environs de la 10e année. Ainsi, au final, la tête était généralement centrée ou décalée en avant. La néoarticulation. L'aspect est variable dès les premiers clichés. Il n'y a pas de correspondance radio-clinique. Ainsi, au résultat final, l'espace était généralement nul ou millimétrique. Les remaniements étaient appréciables de façon précise à partir de la 5e année. Au final, on notait au niveau du lunatum un léger creusement et un renforcement de la corticale. Au niveau de la tête du capitatum, il y a un tassement et un élargissement de la tête. Ce tassement est peu important, il n'affecte que très peu la hauteur du carpe qui passe de 0,37 à 0,36. L'analyse des lésions, des résultats en fonction de la nature des lésions permet de noter que dans les lésions traumatiques, on note 20% de mauvais résultats. Et cela principalement en cas d'intervention itérative qui, dans cette série, correspondait à des échecs de matyrus qui ont été repris par un silicone
Dans les lésions non traumatiques, les étiologies, on notait 30% de mauvais résultats fonctionnels, principalement dans la maladie de Kienbock, qui, dans l'analyse de la maladie de Kienbock, on notait 40% d'échecs. La discussion. L'évolution, ce travail montre que la résection des trois os est une opération fiable au long cours. La majeure partie des patients étaient soulagés de leur douleur. Le secteur moyen de flexion-extension était dans les limites du secteur de mobilité utile. La force de préhension était améliorée. L'indice de satisfaction était de 89%. Les résultats intermédiaires permettent de noter que l'amélioration de la douleur était optimale à la première année. La récupération de la mobilité et de la force n'était optimale qu'à la 5e année. Au-delà de la 10e année, on notait une légère dégradation de la qualité du résultat fonctionnel, mais ces modifications étaient minimes et toujours bien tolérées. Tout contre était l'évolution dans les cas défavorables, et dans ce cas-là, je pense qu'il y a eu un problème. Il s'agissait en fait essentiellement de la maladie de Kienbock et des calvicieux de l'extrémité inférieure du radius. Maintenant, nous allons aborder l'origine de cette tolérance qui est réelle. Pour justifier que cette néoarticulation était vouée à un échec, plusieurs greffes ont été invoquées initialement. Ça ne marche pas. La diminution, et en particulier, la diminution de la hauteur du K serait à l'origine d'une mauvaise récupération de la force. Or, la diminution de la hauteur de K s'avère sans lien direct avec la modification des bras de levier constatée. D'autre part, l'incongruence des surfaces articulaires ne peut qu'entraîner une détérioration accélérée de cette articulation. Or, ni les aspects radiographiques variables de la tête du capitatum ou de l'interligne médiocarpien ont une incidence réelle sur le résultat fonctionnel, et cela à distance. Cette intervention est bien tolérée. Les raisons de l'évolution favorable de cette opération sont encore incomplètement élucidées. L'existence d'une composante de translation associée au mouvement de rotation semble être un facteur limitant l'usure du cartilage. De même, le remodelage de la tête du capitatum, aboutissant à un tassement, augmente la surface de contact au niveau de la fossette lunarienne et serait également un facteur protecteur de l'usure du cartilage. L'arthrodèse des quatre os intracarpiennes donne des résultats dans la littérature où on compare l'arthrodèse à la première rangée, des résultats similaires. Dans le cas de l'arthrodèse intracarpienne, la récupération de la force de préhension est supérieure. En revanche, dans la résection de la première rangée, la mobilité est plus importante. La première rangée est par contre de réalisation plus simple et n'expose pas aux aléas de l'arthrodèse. En conclusion, notre travail confirme que la résection de la première rangée du cas est une intervention simple, permettant d'obtenir de bons résultats fonctionnels à long terme. Parmi les interventions palliatives à notre disposition pour le traitement des lésions évoluées, la résection de la première rangée nous apparaît une bonne option dans les lésions traumatiques sans arthrose, telles les luxations périlunaires invétérées et les échecs de Mathéus, en évitant, si possible, les interventions itératives. En cas d'arthrose, l'arthrose post-traumatique dans les arthroses dans les pseudarthroses du scaphoïde carpien et les atteintes dégénératives, essentiellement la chondrocalcinose, il s'agit de bonnes indications. Il semble préférable d'éviter cette intervention chez le sujet très jeune et les travailleurs de force. La contre-indication, c'est l'existence d'une atteinte du
cartilage au niveau de la fossette lunarienne du coitus. Et à ce niveau, il me semble que l'évaluation est souvent mal faite ou négligée. Or, l'atteinte dans la maladie de Thunbuck est prédominante au niveau du pôle proximal de l'os. Et dans ce qui est mieux connu dans l'ostéonécrose de la hanche, on connaît des images en miroir des lésions. Et cela, il faut savoir le reconnaître et y penser lors de l'on prend une décision. Je vous remercie. Bravo pour cette excellente présentation qui est très richement illustrée sur le plan statistique. On va donner la parole à Dominique Lelaine de Brest, qui va nous faire part de son opinion sur cette intervention qui a fait le tour du monde. Monsieur le Président, Monsieur le maire, François, merci tout d'abord pour cette belle présentation. Je suis très honoré à plusieurs titres. Le premier, c'est que François a introduit en France et au GEM il y a peut-être plus de 20 ans, 25 ans, cette technique outre-Atlantique et dont certains voyaient un avenir assez limité. Douter de l'efficacité, on voit qu'aujourd'hui, avec ton expérience et le recul que tu peux avoir sur ta propre série, on peut voir la place réelle que peut prendre la résection de premier enjeu des os de Quin. Et c'est d'autant plus intéressant que les séries actuelles au long recul sont assez rares. Les séries au long recul sont rares et elles montrent toutes en général que les résultats sont relativement stables dans le temps. Donc M. Ollier, s'il était encore de ce monde aujourd'hui, serait très heureux de t'avoir entendu sûrement, prenait cette arthroplastie modelante, qui peut être comme ça, au bout de quelques années. Alors on peut se demander pourquoi aujourd'hui, en 2018, faire ou proposer une résection de première rangée des os du Quin. C'est pas moderne, c'est pas très sexy, mais ça a l'air très efficace. Alors, on peut peut-être se poser la question différemment, c'est de se dire, en effet, pourquoi une opération comme celle-ci ne pourrait pas être éminemment moderne. Une opération qui est simple, mais dont la technique doit être rigoureuse. Tu nous dis que c'est une opération dont les cycles sont rapides, 15 jours d'immobilisation, 3 semaines de temps d'expérience, mais des résultats qui demandent quand même 6 mois avant d'être stabilisés comme d'autres interventions sur le poignet. Donc en matière de suite, c'est assez long en termes de récupération. Tu nous dis, et c'est vrai que c'est une intervention sans complications majeures, elles sont rares, dans les complications de la chirurgie habituelle de la main, et surtout, il n'y a pas de matériel, pas d'implant, pas d'instabilité, ça ne se luxe quasiment jamais, donc c'est une technique qui a l'air très intéressante, et surtout le résultat dans le temps est très stable, moyennant un poignet sur le plan, je dirais, radiographique, qui se capte bien adaptatif. En cas de reprise, je ne vous en ai pas parlé, mais les reprises de manière générale sont relativement simples, finissent souvent par une arthrodèse du poignet, arthrodèse qui peut se faire dans des conditions relativement simples. Après, il est vrai que d'autres techniques ont été citées, et le parallèle dans la littérature de la résection première rangée se fait avec la résection, la déshécathrose, scaphoïdectomie déshécathrose, et dans la littérature, la plupart des papiers qui comparent ces deux techniques, que ce soit des séries rétrospectives ou quelques séries prospectives comparatives, montrent que finalement ces deux techniques sont relativement équivalentes. Tantôt on nous dit que ces techniques sont équivalentes, dans d'autres situations on dit que la force est préservée dans les déshécathroses, un petit peu moins dans la résection première rangée. Bref, il n'y a pas de séries qui nous disent que vraiment on a une supériorité d'une autre technique qui est le standard à mettre en parallèle avec la résection première rangée, c'est-à-dire la déshécathrose. Alors tu nous dis que l'étiologie entre dans le pronostic. En particulier, tu nous dis que les Thunbuck donnent des résultats relativement modérés et moyens en termes de résultats à long terme. C'est ce que l'on retrouve dans certains papiers de littérature, mais pas dans d'autres séries. En particulier, je cite une série du service sur 45 patients, montre que l'étiologie Thunbuck représente une majorité des indications de lésion première rangée et que les résultats ne sont pas péjorés par l'existence de cette étiologie. Donc ça, c'est un mystère. Peut-être que les Thunbuck ont été opérés des stades plus précoces. Je n'ai pas d'explication en tout cas
Alors, je suppose que dans ton expérience, François, cette résection première rangée n'est pas un couteau suisse de tout poignet douloureux, puisque tu nous sors 9 travailleurs manuels pour 44 patients. Donc, je pense que les autres travailleurs manuels vont bénéficier d'autres techniques chirurgicales, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en conclusion sur cet exposé, je dirais deux choses. Au vu des techniques conservatrices que nous avons montrées de belle manière, de beaux résultats, on peut se demander quelle est la place actuelle de la résection première rangée. Même si on décrit une technique dont les suites sont simples et aux résultats qui sont constants dans le temps et fiables dans le temps, ça c'est la première remarque de ma conclusion. La première partie de ma conclusion. Et la deuxième partie de la conclusion, c'est de se dire effectivement qu'il y a sans doute encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, une place pour cette intervention, parmi d'autres interventions, parce que le choix d'intervention se fera avec le patient, bien sûr, la clinique y domine, bien entendu, et cette technique, comme d'autres, doit se situer dans le panel des applications. Et puis, une technique dont on n'a pas parlé et qui, dans notre service, a tendance à prendre le dessus sur la révision première rangée dans certaines applications, c'est la dégénération totale du poignet qui, finalement, permet de prendre acte, de prendre du temps et de pouvoir repousser à une échéance ultérieure les poignets douloureux prédits. Merci. Une brève réponse de la part de François pour rester dans le temps. Je voudrais simplement dire que Ollier, effectivement, était le promoteur de cette intervention. Il a réalisé dans les interventions de tuberculose. C'est le promoteur, et il avait était le promoteur d'autres techniques aussi. En ce qui concerne la récupération, je suis d'accord, ce n'est pas en 15 jours que la récupération est acquise. L'arrêt de travail, c'est chez un travailleur qui utilise son poignet, c'est 1 an. Il vaut mieux lui annoncer 1 an, il comprend. Mais je dirais que le travailleur léger, le petit retraité, ça va beaucoup plus vite. En ce qui concerne les complications, je pense qu'effectivement, elles sont peu importantes, et même dans la dystrophie, où je dirais que si on les surveille correctement et qu'on intervient précocement, personnellement, je faisais toujours confiance au saumon, c'est-à-dire la calcitonie, qui, soi-disant, est non recommandée. Et quand on l'utilise précocement, on stabilise ces gens-là. La reprise, l'arthrodèse entre le capitatum et le radius est une technique décrite dans l'école de Toulouse et que j'ai toujours utilisée, et elle est facile et elle ne nécessite pas d'apport osseux complémentaire. Bien sûr, on regrette, on dit on a balancé le stock osseux lors de la résection, et pour l'arthrodèse, on n'a plus rien. En ce qui concerne le Kinbuck, alors là, je dirais que personnellement, c'était une surprise au long cours. C'est-à-dire que les patients vont bien, mais à partir de 10 ans, ils commencent à grincher, d'être grincheux, et ils trouvent que ça va moins bien. Et nous avons, depuis bientôt plus de 10 ans, changé cette option, et nous faisons la simple lunarectomie, et ça donne des résultats, on est tranquille. Encore une fois, ça va dans la même philosophie de la résection plutôt que de l'utilisation de techniques complexes. Et je dirais à ce propos que toutes les interventions complémentaires proposées dans cette intervention, que ce soit la résection du culeus pour augmenter éventuellement l'inclinaison radiale, les brochages temporaires, je crois on est d'accord, il n'y a pas de luxation, et d'autre part les interpositions soit de capsules, de ménisques, de peau, et d'autre part la greffe ostéochondrale, n'ont, à mon avis, pas fait leur preuve d'une supériorité par rapport à la technique simple. Voilà les quelques éléments. Eh bien, merci. Pour avoir répondu.